Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. On ne vous présente pas une figure historique de la radio, de la télévision. Vous avez tout fait et vous racontez les histoires comme personne. C'est incroyable. Et voici un nouveau livre qui sort chez Flammarion, c'est Les Trahisons. Mais dites-moi Pierre Bellemare, qu'est-ce qui vous fascine tant pour nous raconter des horreurs pareilles? Eh bien écoutez, dans ma vie, qui commence à être assez longue quand même, puisque je suis dans la 86e année, j'ai connu et j'ai eu cette chance extraordinaire de connaître toute ma vie avec les personnes qui ont collaboré avec moi. J'ai connu ce qu'on appelle la confiance. Oui. C'est-à-dire que nous avons toujours été en confiance pendant toute cette période. Que ce soit avec les secrétaires, que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec les écrivains, que ce soit avec les animateurs. Nous avons été toujours dans la confiance. C'est merveilleux ça, mais c'est oui, pas la vie. Mais c'est pas la vie, voilà. Nous avons eu cette chance extraordinaire. Ça m'a donné d'ailleurs un optimisme vis-à-vis de l'humanité assez grand. Parfois, on me déçoit, bien entendu. Monsieur Le Pen et sa fille, par exemple. Oui. Là, vous avez un exemple de trahison terrifiant dans l'actualité. Le père qui accuse sa fille de félonie. Oui, mais enfin, c'est vrai que c'est assez terrifiant, dans tous les sens du terme. On sait très bien comment est cet homme, et sa fille ne le découvre pas aujourd'hui. Oui. Donc, lui reprocher les propos qu'il tenait déjà il y a 20 ans, c'est quand même assez bizarre, alors qu'elles s'en contentaient parfaitement. Peu importe, je n'ai pas rentré dans ça, parce que c'est des gens qui m'indiffèrent. Bon. Mais cela étant dit, j'ai eu donc ce bonheur, et quand j'ai connu la première trahison, si vous voulez, dans ma vie, ça m'a tellement marqué que ensuite j'ai eu l'idée d'interpréter ce bouquin. C'est ça, comme mais ça. de dire, finalement, raconter des histoires qui vont chercher au pire de ce que peut faire l'homme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire trahir sa femme, trahir ses amis, trahir ceux qui vous ont fait roi. À tous les niveaux. À tous les niveaux, le niveau intime, c'est-à-dire l'homme qui trompe sa femme et qui l'a trahi, mais qui l'a trahi encore pire que ça, parce que c'est bien sûr, on n'a pas raconté des histoires de cocu, ça n'a pas très grand intérêt, c'est tellement banal, pardonnez-moi. Mais la trahison, c'est le mensonge. Bien sûr, c'est ça, tout à fait. C'est utiliser la confiance que l'autre vous donne. Écoutez, je vous donne un exemple. Philby, qui fut un grand espion britannique. Et les Britanniques, pendant toute la guerre, ont été tout à fait persuadés que c'était un espion britannique espionnant pour le compte de l'Angleterre. Nous sommes d'accord. En fait, c'était un espion britannique, mais passé à l'ennemi, à l'allié, c'est-à-dire aux Russes, puisqu'il était convaincu que le communisme, on pouvait encore l'être à cette époque-là, régnerait demain sur le monde, et donc il s'était totalement rallié aux idées de l'URSS. Cet homme, donc, a trompé son pays pendant tout le temps. Il est parti à la fin de la guerre, il a disparu. On sait qu'il a vécu après ça en Russie, et il est mort en héros russe, d'ailleurs. C'est incroyable. Là-bas. Bon. Pour être toujours vigilant, Philby, qui trompait donc tous les jours son monde, puisqu'il était en Angleterre, au milieu d'Anglais comme lui, avait accroché dans son dos une photo du mont Ararat. Je rappelle ce que c'est que le mont Ararat. C'est un mont célèbre parce qu'on dit que c'est là que l'arche de Noé a atterri après le déluge. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, dans les années 50-60, un monsieur a fait l'ascension du mont Ararat et a retrouvé à mi-hauteur du mont Ararat des débris de bateaux qui étaient d'ailleurs tout noirs, et on a ramené quelques échantillons au sol, et il se trouve que ma nièce, pour des raisons diverses et variées, en a un tout petit morceau de ce bateau. Bon, donc, c'est un mont très célèbre, qui se trouve à la frontière entre la Turquie et l'URSS. Il a eu pendant toute la guerre, le mont Ararat photographié depuis l'URSS, et non pas depuis la Turquie. Donc, il avait sa trahison dans le dos, en permanence. Ce qui faisait qu'il avait toujours l'esprit en alerte, sans arrêt. Il avait fait ça volontairement, c'est lui qui l'avait accroché. On s'en est aperçu que bien après. C'est quand même assez étonnant. L'homme qui est tellement convaincu de la justesse de sa pensée, qu'il va même aller jusque-là, c'est-à-dire à se mettre en danger continuellement. Mais vous racontez par exemple Laval, Vichy, est-ce que c'est une trahison? Il dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne nazie ». Ça, c'est une trahison. Il le pense. Oui, mais d'accord, il le pense. Je ne dis pas qu'il ne le pense pas. Mais c'est quand même... C'est une sorte de vengeance, une revanche sur ce qui s'était passé avant, si vous voulez, bien sûr, le comportement des Français par rapport à lui. C'est un homme qui avait une revanche à prendre. Et il la prend à cette occasion-là, malheureusement. Bon, en croyant au début, et il a raison d'ailleurs d'y croire, parce que qui aurait dit
que l'Angleterre, qui nous a sauvés, nous sommes là, nous parlons libres, vous et moi, en ce moment, parce que l'Angleterre n'a pas rendu les armes et qu'elle a résisté à tout ce qui est arrivé après, notamment la bataille d'Angleterre, qui a été une bataille extraordinaire. Donc, s'il n'y avait pas eu Churchill et les Anglais, nous ne serions pas là parce que les Américains se contrefoutaient de ce qui se passait à l'époque sur l'Europe. Ils trouvaient Führer pas trop mal, un monsieur discipliné qui avait su remettre de l'ordre dans les affaires. Donc, il ne faut pas croire. S'il n'y avait pas eu les Anglais, je crains que notre ami aurait eu raison, Laval aurait eu raison. Donc, il était enthousiaste, il faut bien le dire. Et il est parti dans ce sens-là. Oui. Bon, c'est monstrueux, c'est une trahison gigantesque, mais il y croyait sincèrement. Oui. Il croyait qu'il fallait donner une place à la France dans cette association avec les nazis, de manière à ce qu'après la guerre, nous ayons une vie à peu près correcte. Alors, il était persuadé de ça. Hein. Pierre Bellemare. Mais en même temps, il trahissait de manière... Des trahisons pour l'argent, des trahisons pour l'ambition, le marquis de Saint-Marc, vous racontez la jalousie, Linda Tripp avec l'affaire Monica Lewinsky, oui. Évidemment qui va peut-être pouvoir causer la perte de Bill Clinton. La trahison se loge partout finalement. Absolument, à tous les niveaux. Dans les niveaux les plus intimes, dans les niveaux politiques, dans les niveaux sexuels, évidemment. Enfin, il y a trahison absolument possible partout. Oui. Et c'est pourquoi je commence le livre en disant je suis tenu par la main au-dessus du vide, par une main qui est là et qui me tient. Et cet homme, j'ai confiance en lui. Et j'ai raison d'avoir confiance qu'il ne va pas ouvrir la main, il va me sortir de ce mauvais pas. C'est ça la confiance, c'est ça. C'est se donner entièrement à l'autre, avoir la confiance absolue dans cet homme. Et on a trouvé là des trahisons absolues, c'est-à-dire dans l'autre sens. Mais alors, la plus belle, c'est si je peux en raconter une, parce que je ne vais pas en raconter 36, parce que ça serait déflorer le livre, mais je peux en raconter une, c'est au moment de la guerre russo-japonaise, au début du siècle, du XXe siècle. Les Russes le savent, le conflit va éclater entre eux et les Japonais. On connaît à l'époque très mal le Japon. C'est un pays mystérieux où peu de personnes vont. On y va essentiellement pour la soie, à cette époque-là. Bon, hein. Et donc, à part les gens qui vendent de la soie et qui commercent la soie, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît un tout petit peu le Japon. Et les Russes vont réussir à se mettre dans la poche un homme des services secrets japonais. Et cet homme va se retourner, c'est-à-dire va trahir son pays, va trahir le Japon, et va leur donner des informations sur le futur conflit qui se prépare, essentiel. Donc ils vont pouvoir masser leurs troupes là où vont attaquer les Japonais, ils vont pouvoir se mettre aux bons endroits au bon moment. Bref, ils sont extrêmement satisfaits. Et ils ont d'autant plus confiance dans cet espion qu'ils ont retourné que les Japonais s'aperçoivent de la trahison de cet homme et le fusillent. Et le père de ce garçon, honteux, se fait harakiri. Donc alors là, ils sont tout à fait tranquilles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet espion japonais a été jusqu'au sacrifice de sa vie pour servir son pays, car il n'a jamais trahi son pays. Il racontait des histoires aux Russes. Les Russes, ayant confiance, se sont mis dans des positions qu'il avait indiquées et ont été littéralement écrasés par les Japonais. Ouais, voilà. C'est incroyable. Donc, mais il a été au bout. Ce héros était au bout. Aujourd'hui, il est reconnu comme un héros du pays. Mais il a été au bout. Il s'est fait donc fusiller. Et le père, toujours pour aller tout au bout du bout, c'est vers. Écoutez, c'est hallucinant. C'est hallucinant comme histoire. On se dit, mais alors là, on est devant. Vous voyez, ce qui est très curieux, c'est en fait un faux salaud. Voilà. Et ceux qui trompent, c'est en fait ceux qui croient. Pierre Bellemare, vous nous avez raconté pendant des années des crimes, des choses incroyables. Là, maintenant, c'est la trahison. Mais pourquoi vous allez finalement chercher ça vous fascine. Oui. Ça nous révèle quoi finalement des êtres de la vie, tout ça. Écoutez, je me souviens toujours... Pourquoi on aime tant ces histoires-là? Quand j'avais fait Quand les femmes tuent, quand les femmes tuent, je précise, j'avais fait une histoire qui est magnifique. C'est une dame qui veut se venger des hommes parce qu'elle a eu des tas de déboires avec eux. Elle est très jolie, très séduisante. Elle séduit un bonhomme. Et au moment où ils sont au lit, que les choses vont se passer bien, à ce moment-là, elle a préparé son petit matériel. Elle a un coton... un alcool très, très inflammable, elle met le feu au coton et elle le jette sur le sexe du type. Bon, le type est atrocement brûlé au plus mauvais endroit, bon, et elle renouvelle la chose des quantités de fois. Pourquoi ? Parce que
les hommes honteux s'en vont en ayant très très mal là où je pense, mais n'osent pas évidemment le déclarer. C'est tellement ridicule, c'est tellement grotesque. Bon. Donc, avant qu'un type porte plainte, il s'est passé des quantités de mecs qui se sont retrouvés brûlés au mauvais endroit. C'est drôle, en fait. Alors, c'est ça qui est... En et même là, temps, l'horreur peut être drôle. L'horreur devient drôle parce que c'est vrai que là, la situation est drôle. C'est une situation aberrante. Bon. Mais c'est arrivé, Pierre Bellemare, évidemment, je le disais, vous êtes une figure de l'histoire de la radio et de la télévision. Vous avez commencé à la radio, en enregistré, vous me le disiez tout à l'heure, vous avez retrouvé son enregistrement sur un disque, finalement. Oui, on enregistrait sur disque, il n'y avait pas le magnétophone. Le magnétophone a été inventé par Telefunken pour les Allemands, magnétophone, et les Allemands donc avaient le magnétophone. Donc vous enregistriez sur des disques. Mais nous ne l'avions pas, et on enregistrait sur des disques, donc souples, et il y avait 3 minutes 30 par disque, hein, grosso modo. Bien. Donc la diffusion d'une émission était de toutes les attentions, parce qu'il fallait changer de disque toutes les 3 minutes, avec des déraillés spéciaux, etc. Je ne donne pas le détail, mais c'était vraiment un vrai boulot de diffuser des émissions à cette époque-là. Et alors faire du montage sur des disques, alors là, avec des petits points rouges, c'était absolument affolant. Ben oui, mais c'est merveilleux. J'ai fait l'enregistrement sur disque, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé, et je me souviens d'un texte poétique dans lequel on parle des beaux sillons que fait l'homme dans la terre quand il plante le blé, bon, de cette joie de faire ces sillons dans la terre pour le donner à nourrir les enfants et tout le monde. Bon. Et moi, je faisais des sillons dans des cires pour faire de la radio. Bon. Hein, mais ce qui sortait, c'était un petit filin de cire qui était détaché, bien sûr, et qui remplissait des bouteilles. Et j'ai toujours été en admiration devant ces petits résidus de nos efforts qui étaient dans des bouteilles. Mais c'est vrai, c'est très important d'avoir vécu à la fois le début, puis l'élan, puis le succès. Bon, vous voyez, toutes les étapes sont passionnantes à vivre. C'est extraordinaire. Mais et maintenant, on ne peut plus les vivre, vous voyez, c'est ça. Mais ce qui est enfin, c'est que vous avez fait entrer les gens dans la télévision et dans la radio avec vos émissions ou avec les participants, les jeux. Le public est rentré avec vous. C'est-à-dire que vous avez inventé finalement une télévision et une radio qui donnaient la parole aux gens. Oui, bien sûr. Et surtout, nous avons été l'inventeur du téléphone à la radio. Je rappelle que pour Vous êtes formidable, on n'avait pas de standard à Europe 1 et donc nous avons pris SVP. Le premier qui utilisait, c'est nous. Pourquoi est-ce qu'on prend SVP? C'est parce que, c'est assez amusant à révéler, nous étions patronnés pour Vous êtes formidable par Montsavon. Montsavon, c'était M. Schweller. Et M. Schweller avait inventé SVP. C'est un monsieur assez inventif. Et notamment, il avait aussi inventé SVP. Donc, tout naturellement, on nous dit, vous n'avez pas de standard, allez à SVP, je vais vous tuyauter, mon bien. Donc, on prend SVP comme standard. Et c'est la première fois qu'un auditeur de chez lui pouvait parler à son animateur en lui disant ce qu'il pensait, en répondant à la demande qui lui était faite. Enfin bref, le dialogue s'installait entre l'auditeur et l'animateur. Eh bien, nous avons été les premiers à le faire. Et aujourd'hui, si vous ouvrez une radio, si vous inaugurez une petite radio, par quoi vous allez commencer? Vous allez installer un standard. Oui. C'est-à-dire, les gens, la parole est à vous. Bien et sûr. aussi une certaine forme de télé-réalité. C'est-à-dire qu'au fond, on ne parlait pas de télé-réalité, télé-réalité. Non. Je n'ai jamais fait de la télé-réalité. Jamais. Ça vous énerve, la télé-réalité d'aujourd'hui? Pardonnez-moi, je suis vulgaire d'un seul coup parce que c'est vulgaire. Et donc, la télé-réalité est une saloperie. Voilà. Pourquoi, Pierre Bellemare? Parce que ça agit sur les plus bas et les plus mauvais côtés de l'homme. Voilà. C'est tout. Et vous? Les pires. Les pires. Tout le monde devient voyeur, si vous voulez, en regardant la télé-réalité. On devient voyeur, comme les voyeurs sexuels, comme les voyeurs... Bon, c'est aussi moche que ça. C'est pareil. Voilà. Ça abîme finalement ce qui ont été vos rêves. Ça abîme l'homme et la femme, bien sûr. Alors, lorsque vous faisiez la caméra invisible avec Le Gras et les autres, dans la rue, finalement, les gens prenaient l'antenne sans le vouloir, sans le savoir. Oui, mais nous avions une méthode, une technique pour faire la caméra invisible qui était tout à fait particulière. C'est toujours nous qui étions les mauvais, les méchants, ou qui étions dans notre tort, et c'est toujours le téléspectateur, l'auditeur pris au hasard de la rue, qui était dans le beau rôle. C'était toujours comme ça, je rappelle. Toujours, toujours. Donc, finalement, nous ne nuisions pas aux personnes que nous trompions. Par exemple, quand on faisait un merveilleux gars qui est Jacques Legras, qui demande sa route à un passant dans les rues de Paris. Il dit, voilà, je voudrais la porte, machin, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, le monsieur commençait à lui donner une explication, et à ce moment-là, passait entre Legras et le monsieur un grand contreplaqué, qui passait donc pendant 15 secondes.
Pendant ces 15 secondes, Legras disparaissait, c'est Jean Francel qui prenait sa place, qui n'avait rien à voir. Il était grand, mince, enfin, rien à voir. Et il enchaînait, bien entendu, la conversation comme si personne n'avait changé. Et le monsieur en face continuait aussi comme si personne n'avait changé. Et on démontrait par là le peu d'attention que l'on porte dans la rue aux autres. Oui. On ne les regarde pas. On croit les regarder, mais on ne les regarde pas. C'était très beau, très poétique. Je me souviens d'un sketch où vous attendiez un type, n'importe lequel, à la descente d'un train, en lui faisant un comité d'accueil comme s'il était le président de la République. Absolument. Et il se prenait pour quelqu'un d'important. Hein, c'était incroyable. Hein. Tout à fait, c'était magnifique. C'est finalement... Avec le discours du maire Oui. dans le hall de la gare, le type était là, éberlué. Mais finalement, c'est de dire, Pierre Bellemare, que la télévision, c'était un jouet pour des gamins, que vous étiez des gamins. Sans doute, tant mieux. Avec les Voilà, tchernias, c'est là- avec alors, les vous voyez, roulants. Oui, vous voyez la différence énorme. Nous étions des gamins et nous faisions des gamineries. Bon, ce qui n'est pas du tout la télé-réalité. Oui, mais c'est un jeu. Voilà. Parce que vous avez fait tellement de jeux, la Oui, mais tête et les c'était- jambes. C'est un jeu, finalement. Oui, nous étions joueurs dans tous les compartiments de notre activité. On avait besoin de jouer. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'une période difficile, la France avait besoin de s'amuser. C'est toujours comme ça, vous dites? C'est sans doute la raison principale. Et nous avons eu la chance de vivre cette période-là. C'est certain qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'avoir la même indépendance, surtout que règne sur la télévision le fric, c'est-à-dire Oui. la nécessité de faire des audiences très fortes, de faire donc des recettes très fortes. Donc le problème, il est là. C'est ça le grand problème d'aujourd'hui. Mais sinon, nous avons vécu sans doute la période la plus heureuse de la télévision, certainement. Merci beaucoup, Pierre Bellemare. Avec Jean-François Namias, c'est le nouveau Bellemare qui est donc publié chez Flammarion, avec les histoires des pires côtés de l'homme. Alors, quand on a lu ça, on se dit, oh là là, hein, rien ne peut nous arriver de pire. Voilà. C'est ça. Donc, on reprend le moral. On prend le moral. Finalement, ça rend heureux de voir ou de lire des choses horribles. C'est le but de l'opération. Merci, Pierre Bellemare. Je vous en prie. Merci d'avoir été notre invité.